C'est une histoire de meurtre non résolu. Ça donne froid dans le dos, là. Il y a des questions auxquelles j'aurai jamais les réponses. Je suis convaincu qu'il y en a beaucoup au Québec encore qui parlent pas. Est-ce que c'est juste la pointe de l'iceberg? Plongé au cœur d'histoires troublantes. Qui a tué France Alain? Aujourd'hui, on va aller au fin fond de l'histoire. On n'a jamais eu une nouvelle. Les gens savaient. C'est ce qui est le plus déplorable. Roger Tétrault, c'est encore un mystère aujourd'hui. C'est pas quelque chose que tu veux revivre 2 fois, là. Crave. Qu'est-ce qu'on va devenir? France Alain avait 21 ans quand elle a été sauvagement assassinée le soir du 25 octobre 1982, une date qui va marquer le Québec. C'est un peu fréquent, des meurtres gratuits comme celui-là. On n'en voyait pas beaucoup, là. Qu'est-ce qu'on va devenir dans notre avenir? L'enquête policière piétine pendant 4 ans, mais les policiers semblent avoir identifié un suspect. Il s'agit de Benoît Proulx, qui est lecteur de nouvelles pour la station de radio CHRC et aussi l'ancien petit ami de cœur de France Alain. On a essayé de me faire avouer ce crime-là. J'ai toujours dit que j'étais innocent et on n'a jamais pu trouver l'ombre d'une preuve à l'effet que j'avais commis ce crime-là. En 1986, il y a une enquête du coroner sur Benoît Proulx et il a été interrogé longuement et publiquement. Par contre, l'enquête du coroner a conclu qu'il n'y avait pas assez de preuves pour accuser Benoît Proulx au criminel. À Québec, dans la salle des nouvelles de la station radio d'où je vous parle, on a arrêté hier pour un meurtre le journaliste Benoît Proulx. 9 ans après le meurtre en 1991, ce n'est pas la police qui relance l'enquête. C'est un animateur de radio, André Arthur, qui travaille à CHRC. Il cible rapidement en ondes Benoît Proulx comme meurtrier de France Alain. Arthur, là, c'est un communicateur hors pair. Et quand il part avec une idée, il allonge pas. Le journaliste Benoît Proulx de Québec vient d'être acquitté du meurtre qui pesait contre lui. Je comprends qu'il ait été terrorisé d'une certaine façon parce qu'évidemment, tout le monde le voyait comme l'assassin du motel Bates. C'est une histoire de meurtre non résolu, d'erreurs judiciaires, d'erreurs policières, peut-être même de crimes organisés, mais surtout, cette histoire, c'est celle d'une victime oubliée. 40 ans plus tard, cette histoire-là est loin d'être finie. L'affaire Benoît Proulx. Oh my God! C'est lui qui a tiré dessus. Il m'a raconté l'histoire à moi, il a donné l'autre humanité. Tabarnouche! Qui a tué France Alain? « 14h55, c'est Ça rentre au poste en direct de Québec et on a un très gros show pour vous aujourd'hui, encore une fois. Je suis contente d'être à Québec à la maison. On est là aussi pour le documentaire, beaucoup d'entrevues à faire, beaucoup de gens à rencontrer. Puis on fait notre émission de radio d'ici aujourd'hui. Je m'intéresse à l'affaire France Alain vraiment depuis mon enfance parce que j'ai grandi dans les médias et c'est une affaire qui a passionné vraiment tout le milieu médiatique. Évidemment, Benoît Proulx est un lecteur de nouvelles connu à Québec et c'est surtout André Arthur, qui est une personnalité évidemment très forte du monde de la radio, qui a été central à cette histoire-là parce que c'est à cause de lui si on a porté finalement des accusations contre Benoît Proulx. Marc-Claude, c'est une affaire qui t'intéresse, toi, parce que tu habitais littéralement à quelques pas d'où a eu lieu le meurtre. Ah oui, moi j'habitais sur la rue Belmont. Puis, tu sais, chaque fois qu'on parle du meurtre de France Alain, c'est tout le temps la rue Chapdelaine, le chemin Sainte-Foy, la rue Belmont. Donc, j'habitais peut-être à 2 coins de rue d'où le meurtre s'est déroulé. Fait que moi, dans ma jeunesse, on parlait de ça dans la famille. Tu sais, il y avait beau avoir beaucoup de criminalité à Sainte-Foy, une jeune fille comme ça, étudiante, qui se fait tirer à bout portant. Moi, ma grand-mère, elle aimait pas ça que je sorte dehors, là. C'était comme on s'était réorganisé dans la famille. C'est vraiment quelque chose qui avait touché au cœur des gens de ce quartier-là, là. Lors de notre saison 1, on a eu besoin de l'aide de Patrice Abel, qui est un enquêteur retraité de la Sûreté du Québec, pour nous guider vraiment dans notre enquête. Parce qu'évidemment, on n'est pas des enquêteurs professionnels. Et avec une affaire aussi complexe que le cas de France Alain et de Benoît Proulx, on va avoir besoin de Patrice à nouveau pour nous guider dans les prochaines étapes. OK, Patrice, notre dossier dans l'affaire France Alain, c'est un meurtre qui s'est passé en pleine rue le soir à Sainte-Foy. Qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil pour rouvrir un dossier comme celui-là? C'est les premières choses lors d'une enquête de meurtre qu'on va regarder. La scène, très importante parce que l'expertise de la scène peut nous amener des indices qui vont enligner un petit peu notre enquête. Et deuxièmement, la victime en tant que telle, le profil qu'on va pouvoir vraiment dégager de ça va des fois donner le coup d'envoi un peu de notre enquête vers où on va aller. Évidemment, c'est le 40e anniversaire du meurtre de France Alain. Fait que retrouver des gens
qui sont encore vivants, qui sont prêts à parler d'elle. Ça n'a pas été facile. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus, ça? Ça doit faire près de 40 ans, oui, de la fin des études. Alors, on a approché tous ses amis d'université. Elle était évidemment une des 3 filles qui étaient en génie électrique en 1982 lors du meurtre. Il y en a 3 qui ont accepté de nous parler et qui gardaient vraiment un souvenir d'elle très précis parce que c'est une personne qui vraiment les a marqués. La petite gang qui se tenait avec France était toujours dans cette petite cafétéria-là qui n'existe plus aujourd'hui. Fait que là, quand un cours commençait, nos cours étaient de l'autre côté. Cette traversée-là, on la faisait peut-être 10 fois par jour. Là. OK. Vous avez des souvenirs avec France-Alain? On a souvent traversé ici, on se croisait souvent ici. Là. Puis c'était évidemment, quand t'as rencontré, la première fois que tu voyais, c'est son sourire. Oui. Son sourire, oui. Moi, j'ai connu France-Alain, en réalité, quand elle est arrivée à l'université, durant la semaine d'initiation. Moi, j'étais dans le groupe qui faisait l'initiation, qui les initiait. Mais on l'a remarqué tout de suite au travers des autres, là, parce qu'elle était tout petite, là, puis super sympathique. Là. Est-ce que je me trompe ou un peu tout le monde, le gars-fille était sous son charme? Ben oui. Oui, définitivement. Oui, c'est sûr. J'ai des souvenirs que je me souviens, c'était une personne qui était pas très grande, qui était toujours souriante, sa boule de cheveux sur la tête, là, un petit peu coiffure style afro. Là. Boule d'énergie, elle était participative, elle était bonne humeur. Le souvenir qui me vient à l'esprit quand je pense à France, c'est vraiment une petite fille super souriante, super sympathique. Là. Je mesure à peu près 5 pieds. Là. C'était probablement la plus petite du groupe, là. Même par contre avec le plus grand sourire du groupe. Là. On avait un groupe, on s'installait ici dans la cafétéria, soit au Pouliot ou au pavillon Vachon qui est à côté. À l'époque, on pouvait fumer, donc on buvait beaucoup de café puis on fumait à cet endroit-là et puis on discutait. Une chose importante à comprendre, c'est que France était brillante. Hein? C'était une fille très intelligente, puis elle avait de la facilité côté académique. Fait qu'elle aidait du monde. Nous autres, on l'aidait aussi parce qu'on était en 2e année. C'était rare quand même, une fille en génie électrique là, à cette époque-là, faut le préciser. Oui, mais on en avait 3. On avait 4 en commençant, nous autres. 4 en commençant, puis vous étiez combien de gars? On était... 120 là. Donc, ça aurait été une des premières femmes ingénieures. Il y a d'autres génies où est-ce qu'il y a une plus grande présence féminine, mais pour le génie électrique, là, c'était la très, très, très grande majorité des hommes. Donc, on a perdu un cerveau, là, quand même. Définitivement. C'était quelqu'un de très brillant, France. Donc, c'est une grande perte, je pense, pour la société. Pour tout ce qu'elle aurait pu réaliser, on ne sait pas en 40 ans de carrière qu'est-ce qu'elle aurait pu faire. Elle aurait certainement pu faire des grandes choses aussi. On ne sait pas, on ne saura jamais. France-Alain, 21 ans, est une jeune étudiante brillante et modèle en 3e année de génie électrique à l'Université Laval. Originaire de Montmagny, elle habite ici, rue Chapdelaine. Alors, on arrive au fameux coin de rue où tout s'est passé. Oui. Donc, France se trouvait habitée dans l'édifice tout de suite à côté du coin de rue là-bas. Le 2185, Chapdelaine. De l'autre côté, il n'y avait rien, donc cette résidence-là n'existait pas. On est face à un cimetière. Donc déjà là, ça, c'est relativement calme. Et il faut préciser aussi que maintenant, il y a des lampadaires partout, mais avant, c'était complètement noir. Je pensais pas connaître le coin, puis j'ai habité à 30 secondes. Quand je travaillais à Québec, j'habitais directement dans le building qui était en face même, d'où habitait France-Alain. Fait qu'à 2 époques différentes, on s'est retrouvés dans ce quartier-ci. Fin octobre 1982, Sainte-Foy, Québec, la ville est presque déserte. C'est que la plupart des étudiants sont partis en semaine de révision en vue des examens de fin de session à l'Université Laval. France-Alain, elle a décidé de retourner passer la semaine à son appartement après avoir passé le week-end à Montmagny. Elle habite cet appartement-là avec 2 colocs, 2 autres étudiantes qui, elles, ont décidé de retourner à la maison et son frère Bertrand. Le soir du 25 octobre 82, France-Alain est seule à la maison et décide d'aller faire une course au dépanneur qui se situe à peu près à 5 minutes de chez elle. Donc là, on est vraiment à l'arrière de la bâtisse où habitait France-Alain, au 2185 Chapdelaine. Et la porte qui est ici, donc, dans le stationnement, c'est par là qu'elle est sortie le soir du meurtre. C'est un raccourci, dans le fond, pour, évidemment, couper vers le dépanneur et aller là plus rapidement. Et là, elle rencontre 2 personnes lors de sa marche dans le stationnement. Fait que Bertrand, son frère, qui revient d'un bar parce que lui, il avait un examen, ça s'était bien passé, il échange rapidement. Lui, il rentre à l'appartement où il habite avec elle. Et un petit peu plus loin dans le stationnement, juste en route vers le dépanneur, elle rencontre Hamelin, un de ses amis. Ce sont les dernières personnes à l'avoir vue vivante, sauf, bien sûr, la personne qui l'a tuée. On sait que France-Alain sera un dépanneur proche de la rue Miran, où la station de radio CHRC se trouve également, et où travaille Benoît Proulx, qui est à ce moment-là l'ancien petit ami de cœur de France-Alain. D'ailleurs, ce qui éveille les soupçons, c'est qu'au lieu de prendre le même raccourci pour revenir chez elle, France-Alain descend la rue Miran
et tourne le coin sur Chapdelaine pour revenir. Et à 100 mètres de chez elle, elle est assassinée à bout portant d'un coup de 12, un fusil de chasse. Au même moment, Monique Boulanger et Christiane Perron prennent une marche. Elles entendent une déflagration. En se retournant, elles voient une voiture qui file à vitesse normale sur le chemin. Ensuite, en continuant leur marche, elles voient des articles d'épicerie par terre, une pinte de lait et découvrent le corps de France-Alain. Les deux femmes pensent alors que France-Alain a été heurté par la voiture puis qu'il s'agit d'un délit de fuite. France-Alain est transportée d'urgence à l'hôpital. Elle est toujours vivante. Elle décède à l'hôpital sans jamais avoir pu parler. Elle n'a donc pas pu identifier son assassin. Le soir des événements, moi, je travaillais pour une station concurrente de CHRC. J'étais journaliste aux faits divers. Et j'ai reçu l'appel comme quoi il se passait quelque chose au coin Chapdelaine et Belmont. C'est dans le milieu de l'Université Laval. C'est un lieu d'enseignement très prisé pour les gens de l'Est du Québec. Donc, la frayeur de cette histoire-là s'est répandue dans tout l'Est du Québec. Puis après ça, bien, par le biais des nouvelles réseaux, ça s'est répandu à travers la province. Moi, j'étais chroniqueur judiciaire. Je lisais ça dans les journaux depuis Montréal. Et ça s'est mis à prendre une très grande ampleur. Et ça n'a pas arrêté d'être dans les médias. Moi, je l'ai appris à la radio le matin, puis c'était pas clair. Puis tu dis, ben voyons, j'ai-tu entendu ça? Moi, je faisais partie de ceux qui l'ont appris vraiment en rentrant dans les locaux le matin. Ça a été quoi ta réaction? Ça nous a vraiment rentré dedans, comme qui dirait. On comprenait pas comment une femme aussi rayonnante puis aussi aimée avait subi un sort comme ça. C'est un gros morceau, c'est un événement que j'ai vécu, que j'espère ne jamais revivre. Puis une chose, par contre, on est des ingénieurs, on est habitués de solutionner des problèmes, et puis c'est un problème qui n'est pas solutionné, donc c'est une case qu'on n'arrive pas à fermer. C'est quelque chose qu'on traîne, c'est avec nous tout le temps. C'est trop sorti, c'est trop incroyable de vivre dans un monde de même quand tu sais que quelqu'un qui peut tirer sur les autres sans raison. Puis il faut qu'au moins cette personne-là soit prise, soit arrêtée, qu'elle vienne le dire. C'est tellement dur de penser qu'on peut faire une vie comme ça. C'est une partie de notre vie qui n'est plus là. Et puis on est... Là, Janie, on a des documents ici. Est-ce que c'est tous les documents qui concernent l'affaire France-Alain ou il y en a d'autres? On a, je dirais, la plus grosse partie des documents. Il nous manque certains témoignages. On n'est pas capable, pour le moment, de mettre la main dessus. Je compte aussi sur la participation de la police qui va peut-être pouvoir nous aider parce que c'est techniquement des documents qui sont tous publics. Oui. Bon, on va éplucher ça. Quand tu commences une enquête sur un meurtre non résolu, la collaboration des policiers n'est jamais gagnée. Qu'André Filion, un ancien policier de Québec de Sainte-Foy, décide de nous parler, c'est majeur. C'est de ça dont on a besoin. Faut comprendre, nous, où étaient les enquêteurs, quel était le contexte policier, quel type d'enquêteur était attaché au dossier. Le témoignage d'André Filion, pour nous, il est hyper important. Quand France-Alain a été tué en octobre 82, vous étiez où dans votre carrière de policier à ce moment-là? J'étais policier ambulancier à ce moment-là. Puis on a entendu dire qu'il y avait eu un meurtre d'une jeune fille d'une vingtaine d'années sur la rue Chapdelaine. Le 25 octobre 82, en début de soirée, France-Alain revient du dépanneur. Sur ce coin de rue, une décharge de fusil la cloue au sol. Une jeune fille comme ça, de 21 ans, qui se fait tirer à bout portant en pleine rue à Sainte-Foy, est-ce que c'était exceptionnel? Bien sûr. C'est exceptionnel. Je pense que c'était mon premier que je voyais, là. Des meurtres gratuits comme celui-là, on n'en voyait pas beaucoup, là. Fait que quand on en avait un, tout le monde voulait travailler dessus, tout le monde voulait trouver le coupable, ça, c'est sûr. Parlez-moi des enquêteurs au dossier. Le fameux John Tardy. C'était un personnage, ce gars-là, là. Vous l'avez connu, vous? Ton mot, c'est un personnage. est très, très, très bien utilisé. L'enquêteur au dossier dans l'affaire France-Alain, au départ, c'est John Tardy. Ou Tardif, ça dépend comment tu le prononces. Un personnage haut en couleur, plus grand que nature, le policier que tu vois dans une série policière, là, puis tu sais pas trop comment le placer, là, une espèce de héros avec un côté un peu sombre. John Tardy, c'était un policier qui jouait un peu à la star, qui aimait ça, se mettre de l'avant. John, c'est quelqu'un
intimidant. C'est un gars d'une bonne carrure, c'est un gars qui s'entraînait, faisait de la boxe. Tous les gros dossiers, dans le temps, de vol à main armée ou d'individus barricadés, John, il participait à ça. Il y en avait dans le temps, là, des vols à main armée dans les banques, là, c'était monnaie courante, là. Et disons qu'il était, pour le moins qu'on puisse dire, controversé. Si John, tu l'aimais pas ou il t'aimait pas, tu faisais pas long feu au service, là. John Tardy, c'est un gars qui brassait la cage. C'est un policier qui réglait des dossiers, on ne sait pas trop comment. Il y avait des contacts avec des informateurs. C'est un gars qui recevait du monde dans son bureau. En fait, il a déjà tiré un informateur dans son bureau. Il était innocenté, John, dans ça, bien sûr, là. Il était dans un bureau d'interrogatoire au sous-sol, dans nos anciens locaux. Mais c'était quelqu'un qui... On avait beaucoup de troubles avec dans le temps Sainte-Foy, là, pour des menaces, pour de l'intimidation, pour des voies de fait. Puis il se tenait avec des gens dans le milieu de la boxe. Puis on sait qu'il est descendu en bas rencontrer John. Puis à un moment donné, il s'est fait tirer dans le bureau. On engageait les pires bombes du coin pour se les mettre dans la police, comme ça on n'avait plus de trouble avec eux autres, là. Ça n'a pas fait nécessairement toujours des mauvais policiers, mais souvent, ça donnait lieu à des poussées de testostérone assez avancées là, entre gars là, qui voulaient se prouver un l'autre, là. Quand les policiers sont arrivés ici sur la scène de crime, la seule chose qu'ils ont retrouvée, c'est 2 bourres. Donc, 2 enveloppes, si on veut, de balles. C'est le seul indice qui a été retrouvé ici. Vous avez fait des recherches les jours qui ont suivi. Oui. Le coin avait été quadrillé là, pour où c'est arrivé le meurtre. Là. Puis même après, quand les recherches ont été finies, on retournait pour essayer de voir si les quadrilatères avaient bien été faits, puis qu'on a fait ça pendant plusieurs jours. Qu'est-ce qui se disait dans les voitures de patrouille à l'époque au sujet du meurtre de France-Alain? On essaie de comprendre pourquoi d'abord. Tu sais, tu dis avec qui elle se tenait, qui elle fréquentait, à l'université, comment ça allait. Fait que c'est un peu tout ça, puis on essaie de comprendre, puis de trouver le motif de ça. Le motif va nous aider à trouver un peu qui est responsable de cet incident-là. Puis ça a été long avant qu'on entende qu'il y avait un témoin principal dans ce dossier-là. Que c'est de ça qu'on parle pendant des années. À contre-champ, ce soir, qui a tué France-Alain? Eh bien, les premières images que vous venez tout juste de voir, c'est la reconstitution intégrale du meurtre de France-Alain, survenu à Sainte-Foy le 25 octobre 1982. Ce soir, à Contre-champ, c'est aussi une première parce que nous vous emmenons au poste de police de Sainte-Foy, où les enquêteurs acceptent de parler ouvertement de l'enquête qu'ils mènent depuis 1 an, mais sans résultat. L'équipe d'enquêteurs qui a été mise sur pied pour enquêter le meurtre de France-Alain a vraiment déployé beaucoup de ressources. Nous avons interrogé plus de 400 personnes. On a éliminé une bonne partie et puis on a demeuré quelques suspects. Ils ont infiltré d'abord l'Université Laval, où ils ont demandé à des étudiants de se tenir dans les parties et de voir s'ils ne pouvaient pas collecter des renseignements comme ça. Je me souviens à l'époque que les policiers avaient ouvert le casier, puis mon collègue Ghislain, à l'époque, on avait un montage électronique là, sur un breadboard avec des fils, des circuits intégrés. Il avait pensé même que c'était un dispositif d'espionnage, je sais pas trop quoi. Il nous avait posé des questions sur notre montage. Mais il avait fouillé tous les casiers? Non, pas tous les casiers. Les casiers des personnes proches de France, là, la petite gang qu'on se tenait du côté du pavillon Pouliette. Vous savez où est-ce qu'ils cherchaient dans les casiers? Je sais pas, là, des indices ou quoi que ce soit. Là, Ils ont aussi vérifié les antécédents de tous les gens qui habitaient dans les blocs proches du lieu du meurtre. Ils ménagent pas leurs énergies, mais il n'y a pas de piste solide. Donc, 1 an après le meurtre de France-Alain, les enquêteurs donnent un rendez-vous à Alex Stanous. Le hasard a voulu qu'un chauffeur de taxi stationné à l'angle des rues Belmont et Chapdelaine assiste à une rencontre entre les enquêteurs de la police de Sainte-Foy et le médium Alex Stanous. J'ai revu le crime. Qu'est-ce que ça passait et comment que ça passait avec les détails que j'avais vus. Dans ce dossier-là, je ne l'ai pas connu, celui qui en fait venir. Et dans un autre dossier, ils ont fait venir un New York parce qu'il y avait eu des enquêtes puis qui avaient amené des éléments nouveaux qui avaient validé puis que ça s'est avéré vrai. Une madame qu'on recherchait, puis là, il la voyait le long d'une voie ferrée, le nez contre terre. Puis on a fait des recherches pendant 1 semaine. Fait que c'était pas monnaie courante, mais ça se faisait. Le fait de faire appel à un clairvoyant, est-ce que c'est un signe de la part des enquêteurs de dire on va tout essayer? T'sais, on n'a rien à perdre. Puis des fois, tu frappes un mur, tu te dis qu'est-ce qui me reste? Les informations, tu les as vérifiées. T'as fait le tour de la famille, t'as fait le tour des amis. Tu frappes un mur, tu te dis, je suis rendu où, là? Fait qu'il te reste ça. Quand on est rendu avec des astrologues, disons que ça veut dire qu'on est au bout de nos ressources. Je suis pas sûr qu'ils enseignent ça à l'Institut de police.
J'ai vu que la personne qui a commis le crime était à peu près à ce point ici. Il a fait peut-être quelques pas, mais il avait déjà dit son nom. En venant ici, elle s'est tournée du côté et là, il l'a fessé avec son fusil. Puis lui a pris la Lui, fuite dans- après ce moment-là, a tourné et a couru au-dessus de la montagne que nous voyons là. Ce qui est étonnant avec l'histoire de ce médium-là, c'est que malgré tout le travail que les policiers ont fait avec toutes leurs techniques d'enquête, ils en sont arrivés à la même conclusion, c'est-à-dire que le tireur était arrivé à pied et était reparti de la même façon. Ce qui les a amenés éventuellement vers Benoît Proulx, puisque la station de radio CHRC était à quelques pas de là. Malgré le fait que 2 témoins ce soir-là ont vu une voiture quitter les lieux. Et c'est un homme que je vois qui n'est pas une femme qui a fait le crime. Je pense à oui, il faut que ça soit détruit de cette manière-là. Personne d'autre pourrait avoir cette fille. Ricky D, on va retourner en 1983. C'est quelques mois après le meurtre de France Alain. Toi, tu arrives de Val-d'Or, et là, tu arrives à Choix dans un contexte que tu soupçonnais pas, je pense. Et oublie pas, j'ai à peine 20 ans. J'ai une face de bébé, probablement un petit mourlut, puis je veux juste travailler. Et je rencontre un producteur à CHRC qui devient un bon ami. Et puis un soir, il me dit ça te dérange pas de travailler avec un assassin? Alors, imagine mes 3 cheveux, mes plombages, là, ça fait fling. Reality check, t'as 20 ans, tu travailles avec un gars qui est suspecté d'avoir tué sa blonde. Vers 19h, le 25 octobre 1982, France Alain quitte le domicile familial dans le quartier de Sainte-Foy. À quelques rues de là, le journaliste Benoît Proulx, 35 ans, lit les nouvelles à la station de radio CHRC. Au départ de l'enquête, CHRC et l'ex-petite amie de France Alain, c'était comme un peu secondaire. Et au fur et à mesure que l'enquête a progressé, tout d'un coup, c'est comme si le faisceau lumineux a bifurqué vers Benoît Proulx, l'ex-petite amie de France Alain. Évidemment, au début du processus, Benoît Proulx étant toujours vivant, on a tenté de le contacter. On l'a rejoint via Facebook. On sait qu'il a lu notre message, mais il n'a pas répondu. C'est important pour nous de venir voir l'école Beaubien à Montmagny parce que c'est ici que France Alain, avec ses amis de l'université, avait un projet de télé communautaire. Et puis, on a cherché les enregistrements longtemps parce qu'on voulait voir le visage de France Alain. On voulait voir France Alain vivante. Par l'entremise du mime, les jeunes nous communiquent leurs projets d'avenir. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir dans notre avenir? Chanteuse d'opéra ou Casanova? Quand on parle de l'affaire France Alain, on dit toujours que c'est la ville de Québec. Mais en bout de ligne, tout ça origine plutôt de Montmagny. C'est qu'ils sont tous les deux originaires de Montmagny. Et il y avait une espèce de circuit de gens qui se donnaient des lifts parce qu'ils travaillaient à Québec. Et puis, c'est devenu une histoire d'amour, je pense, assez rapidement. Je pense que France était très amoureuse de Benoît Proulx. Lui, il était plus vieux, fait qu'il était plus réticent. Puis, étrangement, à ce qu'on lit, c'est lui qui était pas prêt à trop s'engager. Moi, j'avais 35 ans à cette époque-là. Elle en avait 21. Elle parlait de fonder une famille. Enfin, je voulais pas interférer dans ses études. Écoutez, à un moment donné, on a rompu d'un commun accord et je pense que c'était mieux comme ça. Au moment des faits, ça fait 3 semaines que la relation entre France Alain et Benoît Proulx a pris fin à l'initiative de Benoît Proulx. La police m'a interrogé et j'ai toujours dit que je n'avais rien à voir avec cette histoire, que j'étais au travail le soir du drame. Et on a refusé de me croire et qu'on m'a ciblé. Ce qui a été amené, en fait, contre Benoît Proulx, de un, évidemment, il y a la proximité. CHRC était vraiment très proche des lieux du crime. Donc, cette proximité-là entre les deux endroits créait un doute. Ça donnait une opportunité. Ça donnait une opportunité, effectivement. Il y a aussi le fait que Benoît Proulx aurait utilisé le mot « talus » en décrivant la scène de crime pendant son bulletin de 23 heures. Le ministère public se demande comment Benoît Proulx a pu savoir que France Alain avait été retrouvée sur un talus alors que ce détail n'avait pas été divulgué. Il aurait eu, le soir du meurtre, des informations qui n'étaient pas publiques. Non. Il aurait, dans un des bulletins de nouvelles, spécifié exactement où la jeune femme qui avait été atteinte à bout portant a été retrouvée. On il a dit sur un talus, dans l'herbe, dans le gazon, tout ça. Lui, il s'est justifié en disant « J'ai eu une information d'un auditeur qui m'a téléphoné, puis c'est pour ça que je l'ai dit en nombre. » Mais c'est sûr que sur le coup, ça paraît pas très bien. Non. Yves Thériault, salut. Salut.
Yves Thériault est un personnage central dans cette histoire-là parce qu'il était directeur des programmes de choix, la station sœur de CHRC. C'est donc qu'il travaillait et côtoyait Benoît Proulx à tous les jours. Ton premier contact avec Benoît Proulx, ça a été quoi? Je trouvais que c'était quelqu'un d'assez taciturne, quelqu'un de, je pense, assez timide aussi, pas très extraverti. Ça fait penser qu'il avait un petit côté un peu ténébreux, là, mais je le connaissais pas, c'était pas mon ami, là, je le fréquentais pas en dehors de la station. Mais c'est un peu l'impression qu'il me faisait. Il y a des gens qui disent que Benoît Proulx était obsédé par cette affaire-là dès le départ, puis que là, ça le rendait peut-être suspect. En fait, le soir du meurtre, je pense qu'il a su que c'était une étudiante de 21 ans, donc il se doutait que ça pouvait être France Alain. Parce que le meurtre a eu lieu au coin des rues Chapdelaine, Belmont, puis France Alain habitait là. Puis là, il était un peu paniqué par ça, puis il a appelé son collègue Gilles Laberge. Le lendemain, vers midi, quand l'identité de la victime est connue, Proulx demande des détails au reporter de CHRC qui couvre l'événement. Il veut savoir si elle a parlé avant de mourir et cherche à avoir une copie du rapport d'autopsie. Gilles Laberge, c'était un chroniqueur judiciaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était pas un employé de CHRC. CHRC l'appelait à l'occasion pour collaborer. En fait, il l'appelait souvent. Mais lui, il travaillait de sa voiture où il était chez lui. Puis quand il se passait quelque chose, il se rendait sur les lieux. Puis ensuite, il faisait des reportages, plus souvent qu'autrement, au téléphone, à CHRC. Donc, le soir du 25 octobre 82, Benoît Proulx, non seulement est lecteur de nouvelles, mais il est aussi chef de pupitre. Ouais. Il apprend qu'il y a eu un incident non loin de la station et il appelle Gilles Laberge pour lui demander d'aller chercher de l'information. Moi, je pense que ça fait pas de lui un assassin, là. Tu sais, c'est comme, je m'imagine, moi, si j'avais sorti avec une fille, puis que j'avais cassé avec depuis 3 semaines, puis qu'elle se faisait tuer dans des circonstances semblables, c'est sûr que moi aussi, je poserais beaucoup de questions. Mais dans les semaines, des mois qui ont suivi, il a collaboré à l'enquête, beaucoup. Fait que moi, je pense que ça, pour John Tardif, c'était peut-être suspect. Il y a un polygraphe dans cette histoire-là. Benoît Proulx a accepté de se soumettre au test du polygraphe. Là, tu vas aller rencontrer John Gallianos, qui est celui qui a administré. On s'entend que c'est pas mal le top là, qui a fait le polygraphe. C'est vraiment le top, je dirais même en Amérique du Nord. Il a travaillé avec le FBI aux États-Unis et partout. Et on sait que le test du polygraphe de Benoît Proulx, il l'a passé à 90 %. Donc, la police de Sainte-Foy, à l'époque, vous a amené Benoît Proulx. Il arrive avec un résultat où, à 90 % du temps, il dit la vérité. Par contre, dans le 10 % où c'est pas concluant, c'est quand même sur des questions qui peuvent être pertinentes. Par exemple, s'il a quitté la station CHRC entre 19h30 et 20h. Ça, c'est pas concluant, cette réponse-là. Ça vient juste, dans ce temps-là, causer peut-être plus de soucis aux policiers parce qu'ils peuvent pas complètement l'écarter, mais en même temps, il dit la vérité sur les questions les plus sérieuses. Oui, c'est la question clé, c'est vous causez la mort d'eux. Hein? S'il sort véridique là-dessus, il peut se tromper aussi sur l'heure qui est partie. Ou il peut maintenir ce qu'il a dit pour pas avoir de l'air du coupable. Hein? Fait que, il y a bien des facteurs pourquoi est-ce qu'une personne pourrait réagir au test comme tel à ces questions-là. Mais il faut toujours regarder les questions les plus importantes. Puis encore là, dans le temps, on posait certaines questions qu'aujourd'hui, on ne poserait pas. Par exemple, une cause de meurtre aujourd'hui, c'est « Avez-vous causé la mort? Êtes-vous la personne qui a causé la mort? Et où tirer France Alain? » Fait que soit qu'il soit menteur à ces 3 questions-là, ou soit qu'il dise la vérité à ces 3 questions-là. Donc, il y a moins d'ambiguïté. À l'époque, on pouvait mettre des questions, on pouvait mélanger des choses. Aujourd'hui, on ne ferait pas ça. Ce que j'ai lu, c'est que John Tardif s'est servi de ce 10 % non concluant pour se valider dans l'idée qu'il fallait continuer dans la piste de Benoît Proulx. Oui, mais ce que M. Gallianos m'a dit, c'est que ce 10 % là existe dans tous les tests du polygraphe. Il y a des questions qui sont non concluantes, encore aujourd'hui, en 2022. Donc, s'il avait échoué le test à 90 %, là, oui. Mais là, c'est pas ça du tout. C'est juste non concluant. Il n'a pas échoué le test. Fait que John Tardif se sert de ça parce qu'il y avait comme suspect Benoît Proulx. Bien, au début, ce qu'on dit tout le temps, faut pas travailler avec des œillères. Donc, faut prendre toutes les possibilités, puis il faut les travailler un peu, comme je dis tout le temps, à les éliminer. Mais une conjugale, en matière de meurtre, c'est une avenue qu'on ne peut jamais laisser de côté et qui est souvent priorisée dans des enquêtes aussi. Mais c'est correct, c'est pas mal d'aller vers le conjoint, mais il faut être capable de l'éliminer s'il faut l'éliminer et de pas rester sur cette thèse-là si on n'a rien et ça ne fait pas avancer nécessairement. Vous, dans le temps que vous étiez détective, est-ce que vous auriez continué à fouiller cette piste-là ou vous auriez dit, je pense qu'il faut peut-être regarder ailleurs? J'aurais peut-être regardé ailleurs, mais il y a des choses que les enquêteurs ne peuvent pas toujours dire. Ils veulent protéger des sources aussi. Il y a des sources qui sont... c'est pas toutes des bandits. Il y a des personnes honnêtes là-dedans. Oui. Qui, à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'il y avait comme information.
Tardy et M. Gauvin, à l'époque, m'ont rencontré à quelques reprises. On a voulu que je collabore à l'enquête pour leur aider à voir clair dans le dossier. Mais ce faisant, je pense qu'on a essayé avant tout de me traquer et de me faire porter le chapeau. Benoît Proulx a toujours été investi dans l'enquête de France-Alain. C'est son ex-copine, c'était une amie. Alors, c'était important pour lui non seulement de participer activement avec les policiers, mais de se poser des questions. Benoît Proulx avait pris l'habitude d'aller parfois rencontrer la famille de France-Alain, particulièrement son père, où il habitait. Est-ce que vous avez un visage à cet assassin-là? Avez-vous l'impression que vous le connaissez? Moi, oui. Moi, je pense que avec toutes les choses qu'on a vécues, toutes les choses qui se sont passées, qui ont entouré ce crime-là, moi, j'ai un visage qui se rattache à ça. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré personnellement? Moi, je l'ai surtout rencontré les jours qui ont suivi le décès. Il venait pour nous consoler. Le père de France-Alain avait raconté aux policiers que Benoît Proulx venait jaser avec lui des fois. Les policiers se sont dit, bien, seriez-vous prêt, vous, Monsieur Alain, à enregistrer une conversation pour nous? Ils ont donc fourni de l'équipement à Monsieur Alain, qui a enregistré plus d'1 heure, 90 minutes de conversation entre lui et Benoît Proulx. À ce moment-là, les policiers, quand il y a un enregistrement comme ça, ils sont obligés de faire affaire avec la Sûreté du Québec. Donc, la Sûreté du Québec a été appelée en renfort pour cette opération policière-là. Puis ça a effectivement eu lieu là, en mai 83. Qu'est-ce qu'il dit, lui, Benoît Proulx, dans cette conversation-là? Il parle avec le père de France-Alain, puis il émet des hypothèses. Puis ça, plusieurs nous l'ont dit, il était un peu obsédé par cette affaire. Fait que là, il cherche à comprendre. Donc, il va dire des phrases comme « La personne qui a fait ça doit vraiment lui en vouloir » ou « Pour se rendre là, il faut qu'elle ait blessé la personne qui a commis cet acte-là. » Mais tu sais, Jenny, t'arrive quelque chose demain matin, là. Et Seb puis moi, on devient carrément obsédés par ça, c'est clair. T'es une de nos amies. Il t'arrive quelque chose, on sait pas ce qui s'est passé. On est 6 mois après le meurtre, puis il y a pas d'arrestation. C'est sûr qu'on va se parler, puis à un moment donné, on va émettre ce type d'hypothèse-là. Voyons donc, Jenny s'est fait tirer à bout portant en plein trottoir. Qui pouvait lui en vouloir? Puis c'est sûr qu'à un moment donné, on va se dire, coudonc, est-ce que c'est quelqu'un qu'elle avait blessé ou c'est quelqu'un avec qui elle s'était chicanée? J'ai de la difficulté à penser que juste ça puisse être assez important pour dire « ben on pense qu'on a notre meurtrier ». Entre 82 et 86, il y a eu beaucoup d'activités dans l'enquête, mais peu de résultats. Alors finalement, il y a un coroner, Pierre Tran, qui s'est dit « Bon, ben moi, je vais mener une enquête pour essayer de faire la lumière là-dessus. » L'enquête du coroner ancien modèle, c'était une instance civile. C'était pas destiné à déclarer quelqu'un coupable ou non coupable. Et l'avantage pour la police d'une enquête du coroner ancien modèle, c'est qu'on pouvait forcer une personne à témoigner. Donc, la police se servait de ça comme une répétition générale, mais pour aller chercher de la preuve, puis pour aller chercher une version. Et donc, c'était très utile pour la police. Le suspect qui autrement aurait gardé le silence, bien, il était forcé de témoigner, puis on pouvait le contre-interroger très longtemps, et c'est ça qui est arrivé avec Benoît Proulx. On a essayé de me faire avouer ce crime-là. J'ai toujours dit que j'étais innocent. Et on n'a jamais pu trouver l'ombre d'une preuve à l'effet que j'avais commis ce crime-là. J'ai un détail de plus ici sur le bulletin de 11 h, Ouais. contre l'histoire du talus. Il a également mentionné que la victime avait 21 ans, alors que tous les autres bulletins de nouvelles, à ce moment-là, parlaient d'une victime de 20 ans. C'est quand même particulier de se faire reprocher d'avoir un scoop, mais en même temps, c'est ce qui l'incrimine, là. Dans notre enquête, le rapport du coroner, c'est le document le plus complet qu'on a. Tout le monde a témoigné. Juste Benoît Proulx, c'est 4 cahiers d'à peu près 400 pages. Donc, il a tout raconté. Ce qu'il faisait ce soir-là, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Il a parlé du manteau qu'il portait, il a parlé de sa relation avec France-Alain, il a parlé de ses parents. C'est vraiment un portrait complet de tout ce qu'il y a autour de ce meurtre-là. Qu'est-ce que tu cherches, Marie? Je cherche le prêtre. Et ça, c'est pas dans ce cahier-là. Alors, on est à l'église Saint-Pierre du Sud. C'est l'église où Benoît Proulx, tous les samedis, lisait les épîtres. On a découvert qu'il était un gars extrêmement religieux. Et le parvis de cette église-là est vraiment important dans l'enquête parce que durant la conversation avec Fernand Alain, qui est enregistrée secrètement à l'insu de Benoît Proulx, il y a une phrase qui ressort, en tout cas pour les policiers de Sainte-Foy à l'époque. Et la phrase est la suivante. Il se dit « C'est sûr que le meurtrier n'a pas pu garder ça pour lui. Il s'est certainement confié à un psychologue
ou à un prêtre. Et donc, les policiers de Sainte-Foy vérifient est-ce que Benoît Proulx a consulté un psychologue. La réponse est non. Par contre, rapidement, on se rend compte que Benoît Proulx a consulté le prêtre de son église. Ils se sont rencontrés après une messe ici sur le parvis. Ils ont commencé à jaser, donc, de France-Alain. Ça, c'est ce qu'on sait. Le prêtre a été appelé à témoigner dans l'enquête du coroner, mais a refusé d'en dévoiler plus. Le prêtre répond, écoutez, je suis prêtre. Quand les gens entrent dans mon bureau, je ne peux pas révéler ce qui s'est passé, étant donné ce que je suis. Mais est-ce qu'il a été question particulièrement de l'affaire Alain? Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons parlé de l'affaire Alain. Cette rencontre a duré à peu près combien de temps, Monsieur l'abbé? Ça a duré 1h30, 2 heures peut-être. Est-ce que Monsieur l'abbé, au moment où il est entré dans votre bureau, vous pouvez évaluer cette rencontre entre Benoît Proulx et vous-même comme étant une confession purement et simplement? Il répond non. Tel qu'on l'entend au niveau du sacrement de la confession, non. En considérant ce que je suis, je ne crois pas être capable de vous en dire plus là-dessus. Bon, bref. Fait que le prêtre, dans le fond, il n'a pas voulu parler. Ce qu'on comprend, c'est que Benoît Proulx a rencontré le prêtre un samedi soir pendant 1h30, 2 heures. Mais il aurait pu y jaser de ses regrets par rapport à la relation avec France-Alain, d'avoir mis fin à la relation, et tout ça serait quand même confidentiel. Ouais. De le fait qu'il ne veuille pas dire « non, on n'a pas parlé du meurtre », ça laisse planer un doute, puis ça ouvre la porte à beaucoup de spéculations, puis ça explique beaucoup les rumeurs dans cette affaire-là. Ben oui, parce qu'il confirme qu'ils ont parlé de l'affaire Alain, mais il n'est pas capable de donner le contenu de la conversation. Par contre, Benoît Proulx aurait peut-être pu lui donner la permission d'en parler. Effectivement. Il l'a pas fait. On travaille à la radio, on sait comment ça fonctionne. Ça se fait en majorité en direct, surtout pour ce qui est des bulletins de nouvelles. Fait que Benoît Proulx, là, si c'est lui l'auteur du crime, faut vraiment qu'il ait prévu ses affaires, là. C'est incroyable. Parce qu'à 19h30, il fait un bulletin live. France-Alain a été tiré dans les minutes qui ont suivi, puis il est de retour en direct à 20h. Fait qu'il y a une demi-heure pour sortir de la station, retrouver France-Alain, tirer sur France-Alain, se sauver. C'est une affaire que je sais, c'est que le nouvelliste, là, il veut pas manquer son bulletin de nouvelles. Puis particulièrement, si c'était pour commettre un crime, là, puis tu veux clairement pas te faire prendre, s'il se présente pas à son bulletin de 20h, ben c'est terminé pour lui, là. Donc, on se trouve sur les lieux de l'ancienne station de radio CHRC. C'est la station la plus populaire à Québec à ce moment-là. C'est de la radio parlée. Il y a des bulletins de nouvelles aux demi-heures qui sont livrés par Benoît Proulx. Donc, le soir du 25 octobre, Benoît Proulx, il y a un bulletin de nouvelles à 19h30. Là, en ce moment, on est au coin des rues Miran et Chemin Sainte-Foy. Est-ce qu'après son bulletin, à 19h30, il y a le temps de se rendre sur les lieux du crime et de revenir pour faire son bulletin à 20h? C'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Ça, c'est le point d'où, selon la police, partirait Benoît Proulx. Fait qu'il sort, évidemment, il est descendu du deuxième, et là, il part ici. Mettons, il marche d'un pas rapide, et on se dirige vers la scène de crime. S'il avait couru, je pense que ça aurait été assez suspect, fait que on y va quand même le plus rapidement possible. Donc là, on se dirige, évidemment, vers la rue Chapdelaine. Puis on peut présumer, évidemment, que quelqu'un qui s'en va commettre un geste comme celui-là est très nerveux. Parce qu'en plus, il peut pas manquer son autre bulletin à la radio. S'il est absent à 8 heures, il n'y a plus aucun alibi, puis automatiquement, on se doute que c'est lui, évidemment, qui est le coupable. Ça, ici, c'est le nouveau building. C'est la seule différence. Ça, c'était pas là à l'époque. C'était une genre de butte de gazon. Donc là, ce qu'on constate, dans le fond, c'est que la nouvelle construction qu'il y a là change absolument rien à la marche. Parce que même s'il était passé par l'espèce de butte, au pire aller, c'est encore plus essoufflant de la montée et de la redescendre. C'est peut-être plus discret, mais c'est plus essoufflant. Là, on va arriver au coin de rue où ça s'est passé. Donc là, ici, il faut qu'il s'arrête quelques instants. Il faut qu'il sorte son fusil. Il faut qu'il arme son fusil, tire un coup. J'imagine qu'après ça, il la voit tomber. Et là, il faut qu'il reparte. Fait qu'il faut qu'il reparte très rapidement. Et mettons, on repart d'un pas encore plus rapide, là. Fait qu'on arrive donc à là où était CHRC. Et là, il y a un 20-30 secondes où il doit aller à sa voiture pour y cacher l'arme. Il est clairement pas remonté avec à la station de radio. Donc, il le fait. Je suis quand même assez essoufflé. Là, il faut qu'il rentre à la station. J'ouvre la porte. Il y a un escalier à monter. Faut pas que personne le voie. Puis il reste 10 minutes avant de faire son prochain bulletin. Donc, c'est possible. C'est quelque chose qui est possible. D'imaginer que ça aurait pu être fait entre deux bulletins de nouvelles, c'est complètement hallucinant, mais fort possible. Il n'y a pas de caméra. Tu peux sortir facilement de la station par l'arrière. J'aurais pu mettre Supper's Ready de Genesis, 24 minutes, puis aller sacrer une volée à n'importe qui dans le secteur, puis à revenir tranquillement dire « Hey, c'était Supper's Ready de Genesis. Okay. Théoriquement, c'est possible, sauf qu'il n'y a personne qui est capable de le mettre sur la scène du crime. Il n'y a pas de mobile. Ça, c'est important, là. Il n'y a aucun mobile. Oui, c'est vrai, il a déjà sorti avec France-Alain. Ils sont relativement en bon terme. Pas de raison de penser qu'il y a des motifs d'en vouloir au point de vouloir la tuer.
Le 2 octobre 82, il y a une gang d'étudiants de génie électrique qui sont réunis dans un party d'étudiants à Sainte-Foy. À ce moment-là, Benoît Proulx et France-Alain viennent de se laisser. Le mobile du crime, selon les policiers, vient de ce party-là. Le 1er octobre, Benoît Proulx aurait mis fin à leur relation, mais se sont tout de même vus au party le samedi soir 2 octobre. Benoît Proulx, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a entendu France-Alain expliquer des ébats sexuels avec un ex. Puis ce qu'il dit, lui, ben ça m'a pas choqué, ça m'a surpris parce que je le connaissais, son ex. Fait que de l'entendre parler comme ça de cette personne-là, ça m'a surpris, mais ça m'a pas choqué. Alors que certaines personnes vont plutôt dire que France-Alain aurait passé des commentaires sur ses capacités sexuelles à lui, ou il y en a même qui disent qu'elle aurait insinué une homosexualité ou peu importe. Là, il y a 1000 versions de ce party-là. Il n'y a pas une personne qui a entendu la même affaire. Mais, selon les policiers, elle aurait remis en question les prouesses sexuelles de Benoît Proulx. Il aurait entendu. Et, selon un profil psychologique, c'était le genre d'affaire qui aurait pu déranger à ce point Benoît Proulx que ça le pousse à vouloir tuer France-Alain. On peut avoir beaucoup de colère, on peut ruminer de la colère. Ça peut s'additionner à d'autres choses qu'on a déjà puis qu'on ne sait pas. Ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase si on a déjà beaucoup de colère, c'est possible. Mais là, on parle pas de quelque chose qui est fait sur le coup. On parle pas de quelqu'un qui avait pris de l'alcool, qui se fait insulter et que ça monte, ça déborde. On parle de quelqu'un qui aurait gardé ça pour lui, qui serait resté très froid et qui aurait agi de façon très systématique et très calculée entre 2 bulletins de nouvelles. On est sur le coup d'une vengeance. Et ça, il n'y a rien d'impossible parce que je pense pas qu'avec l'information qu'on a, on va trouver une explication à ce cas-là, là, logique, qui va tenir compte de toutes les informations. Je pense pas que ça va être possible. Mais ce qui va contre ça, c'est la façon dont le crime est fait. C'est très violent, c'est très amateur. Pour quelqu'un qui se venge à froid, c'est étrange. On sait aussi que France-Alain a téléphoné à Benoît Proulx la veille du meurtre. Sa mère, Hélène Proulx, a effectivement commenté à l'enquête du coroner parce que c'est elle qui a reçu le dernier appel de France-Alain. Donc, le 24 octobre 1982, France-Alain téléphone chez Benoît Proulx, laisse un message à sa mère en disant « c'est France ». Sa mère ne la connaissait pas plus, fait qu'elle a écrit « Rappelez France ». Une des grandes différences dans la relation entre Benoît Proulx et France-Alain, c'est que France-Alain, tout de suite, a dit à toutes ses copines puis à tous ses amis qu'elle avait une relation avec un homme plus vieux, un journaliste de CHRC. Mais Benoît Proulx, lui, qui retournait à Montmagny parce qu'il habitait encore avec ses parents, on n'a pas parlé. Les parents de Benoît Proulx n'étaient pas bien au courant qu'il sortait avec une fille qui s'appelait France-Alain. Ce qui va un peu à l'encontre de l'idée qu'il était obsédé ou qu'il aurait voulu en finir avec elle, commettre un meurtre, là. La majeure partie de l'année 86 a été passée dans les bureaux du coroner Trahan. Il a mené une vaste enquête. On parle de centaines d'heures d'audience, de questions posées, d'avocats qui interrogent et contre-interrogent. L'idée étant de tirer cette histoire-là au clair. Et au terme de ça... Le coroner trouve qu'il n'y a pas assez de preuves pour accuser Benoît Proulx qui a témoigné pendant, 20 heures. Alors donc, il n'y aura pas de procès pour Benoît Proulx. Ça s'arrête là. L'affaire va être terminée. Du moins pendant les 4-5 prochaines années, ça va être le silence radio total. J'espérais à ce moment-là qu'on en vienne à trouver le coupable. Parce qu'à cette époque-là, j'imagine qu'il y a des gens qui me croyaient encore coupable. Et je me disais, bon, je vais quand même continuer ma carrière de journaliste. Et parallèlement, je vais me refaire une vie. 13h45, l'informateur. Et voici votre informateur, André Arthur. 9 ans après le meurtre en 1991, ce n'est pas la police de Sainte-Foy qui relance l'enquête, c'est plutôt l'animateur de radio, André Arthur, qui est le roi des ondes dans la capitale nationale à CHRC. Le nouveau chef de police de Sainte-Foy dit que c'est bien terrible de mettre de la pression sur une enquête à la radio, comme dans le meurtre de France-Alain. Ça fait juste 9 ans qu'elle est morte, la petite dame. Et plus les années avancent, plus il insinue en ondes que c'est Benoît Proulx, son collègue de travail, qui est le tueur. Le principal suspect de toute cette enquête a toujours été notre collègue de travail, Benoît Proulx. Et pendant 9 ans, l'enquête s'est butée à un trou. Je ne blâme pas André Arthur d'avoir voulu trouver le coupable dans cette affaire-là. Le problème, c'est d'oublier les règles fondamentales de la justice. Tout ce que j'ai fait dans le dossier du meurtre de France-Alain, ça a été de reprendre les faits au moment où l'enquête n'allait nulle part. André Arthur, on connaît le personnage, c'est quelqu'un qui faisait pas de quartier. S'il prend quelqu'un en grippe, André peut t'achever.